Vous écoutez Télé Soleil. C'est selon la demande, mais ça nous arrive dans la vie vraiment que chacun dans sa gauche, chacun sa porte, ces valeurs-là. Et t'as pas se rappeler, il y a quelques années, dans le secteur de Montréal, il y avait eu beaucoup de fumée pour un incendie qui était dans le secteur des Chichas. La Direction de santé publique Gaspésie-Île-de-la-Madeleine dévoile un rapport crucial sur les effets des changements climatiques dans la région. Face à l'érosion côtière, aux inondations et aux maladies liées à la chaleur, le Dr Yves Bonnier-Vigé souligne l'impact disproportionné sur les communautés vulnérables. Nous discutons dans cette émission de ces défis et des stratégies d'adaptation. Comment pouvons-nous, collectivement, atténuer ces impacts et améliorer la santé publique face à ces changements climatiques? Nous en parlons avec le Dr Yves Bonnier-Vigé. Alors bien sûr, on voulait parler du rapport sur les vulnérabilités régionales en lien avec les changements climatiques. Peut-être avant qu'on aille dans le détail du rapport, est-ce que tu voudrais nous donner un peu le pourquoi, d'où est venue l'idée, puis ou le besoin même de faire un rapport comme celui-ci? On sait depuis plusieurs années que notre climat change et les groupes de scientifiques qui étudiaient ces changements s'en sont venus à la conclusion assez nette que c'était à cause de nos habitudes de vie, en fait, comme humains, principalement l'utilisation, l'exploitation des hydrocarbures qui créait dans l'atmosphère un gaz à effet de serre qui donc trappait finalement l'énergie solaire entre la Terre et cette couche de gaz. Et donc, ça augmentait considérablement l'énergie de toutes les molécules dans l'air, avec les conséquences que l'on connaît, un réchauffement global de la planète, mais cette énergie-là se traduit par des tempêtes, par des, des ouragans, là, qui viennent vraiment bouleverser la vie des gens qui vivent principalement près des côtes dans les régions maritimes. Et de façon générale, va créer des changements dans les précipitations, donc créer à un moment donné des concentrations de précipitations qui vont créer des inondations importantes et ailleurs créer des sécheresses importantes. Et ça, c'est des phénomènes qui ne sont pas nouveaux, bien sûr. Ça fait partie du climat lui-même. Mais ce qui est nouveau, c'est l'intensité, la force de ces phénomènes-là et la fréquence. Ils vont arriver beaucoup plus souvent. Alors, comme le climat change l'environnement dans lequel on vit, on va se retrouver avec des dangers nouveaux pour notre santé, notre bien-être, soit individuel ou collectif, là, dépendant de ce qui va se passer. Alors, c'est pour ça qu'on doit, comme santé publique, s'intéresser à ça, parce que nous, ce qui nous intéresse, c'est de protéger et d'améliorer la santé de la population. Et ça, c'est un facteur déterminant qui va venir changer les choses. Est-ce que, là, si on rentre un peu plus en détail dans le rapport, là, c'est quoi les principaux aléas climatiques là, que vous avez identifiés dans ce rapport qui affectent spécifiquement, on va dire, la Gaspésie et les îles de la Madeleine pour ce qui nous concerne? Bon, les principaux aléas qu'on doit regarder, c'est la question de... D'abord, si je vais par ordre d'importance, c'est vraiment l'augmentation de la chaleur, l'augmentation des températures donc sur notre territoire qui vont amener plusieurs phénomènes. La chose la plus importante, parce qu'on est une région côtière, c'est l'augmentation du volume de la mer. C'est-à-dire que quand l'eau se réchauffe, elle augmente de volume, alors le niveau de la mer va s'élever et va s'élever de façon assez importante d'ici à l'année 2100. Ça va être progressif, mais c'est quand même continu. Et on s'attend à des élévations de 1 à 1,6 mètres. Ce qui fait que plusieurs côtes vont être
submergées parce qu'elles n'atteignent pas déjà ces altitudes-là. Et l'augmentation des phénomènes climatiques dont on parlait, les tempêtes et tout ça, va faire qu'on aura de la submersion de terre qui habituellement ne serait pas touchée. Parce que les vagues vont devenir de plus en plus importantes et vont déferler sur le territoire et entraîner de la submersion. Donc, il y a plusieurs personnes qui vivent le long des côtes en Gaspésie, et c'est vrai aussi aux îles de la Madeleine, qui vont devoir éventuellement songer à changer de place parce que ils sont dans une zone qui risque d'ici donc une centaine d'années, mais progressivement, à être submergés, principalement lorsqu'il y aura des tempêtes. Et ces phénomènes de submersion-là vont s'accentuer. On les connaît. Il y a déjà certains endroits où il y a de la submersion de façon régulière, mais il va y en avoir de plus en plus et de plus en plus souvent. Donc, ça, c'est un premier phénomène. Le deuxième phénomène, c'est que à cause de la chaleur, il va y avoir de moins en moins de glace. Et ça, on l'a déjà vu, on le voit déjà depuis une vingtaine d'années. Le couvert de glace est vraiment différent de ce qu'il était il y a 20 ans. Et à certains endroits, il n'y a presque pas de glace qui se forme en fait pendant l'hiver. Et ça soumet les côtes à des tempêtes hivernales importantes sans protection. La glace servait à protéger les côtes contre l'érosion, mais cette fois-ci et de plus en plus, les côtes vont être nues l'hiver pendant toute l'année. Et donc, dans les grandes tempêtes automnales, hivernales, elles ne seront plus protégées. L'érosion fait que la structure même des côtes se détruit et on perd du territoire. Ça, c'est encore plus important pour les îles de la Madeleine, où le territoire est grugé d'un côté, où on a des accumulations qui se font de l'autre côté, mais l'endroit où se fait l'accumulation de nouveaux territoires, si on peut le dire, n'est pas nécessairement habitable. Alors, ce sont les deux grands phénomènes là, qui vont être les plus importants dans notre région, qui vont impacter le plus les gens. Mais au-delà de ça, il va y avoir aussi un effet de cette chaleur-là sur les précipitations. On s'attend à ce qu'on ait beaucoup moins de neige et qu'on ait beaucoup plus de précipitations liquides même pendant l'hiver. Alors, ça risque d'augmenter certaines inondations printanières, même si ce n'est pas aussi important pour l'ensemble de la population que l'érosion et la submersion. Il reste qu'on a des endroits sur notre territoire qui sont beaucoup plus vulnérables aux inondations. Et la contrepartie de précipitations importantes, c'est aussi des grandes périodes de sécheresse, ce qui pourrait rendre les terres agricoles que l'on a beaucoup moins productives et poser des véritables casse-têtes à tous nos agriculteurs et agricultrices qui se retrouveront parfois avec des grandes périodes de sécheresse, puis suivies ensuite de ça de précipitations tellement abondantes que le sol n'arrivera pas à absorber l'eau qui arrive et ça risque de détruire les récoltes. Alors, notre système alimentaire est aussi menacé par ces changements climatiques-là. Parce que j'imagine bien que dans votre rapport, je comprends bien que vous faites beaucoup parce que tous ces phénomènes physiques, bon, on en entend beaucoup de plus en plus parler, ce qui est une bonne chose, mais on fait très peu le lien entre l'impact sur notre santé au final. On peut dire, bon, l'humain va voir ça, mais qu'est-ce qu'il va en avoir comme retour? Parce que je voyais bien que vous mettiez en avant des points comme la psychologie, le mental, les inégalités sociales, dans tous ces impacts qui peuvent créer. Comment vous avez pu créer le pont
justement entre ces phénomènes physiques, puis faire une projection dans l'avenir en disant, bah, peut-être voici ce que l'humain va traverser, mais peut-être au niveau du corps, au niveau du mental, de la psychologie. C'est quel travail vous avez fait pour faire ça? On a regardé qui allait être exposé à ces différents aléas-là. Alors, les aléas dont on vient de parler, on les a retenus parce qu'ils étaient les plus probables dans notre région. Et si on reprend un peu les choses, les gens qui vivent actuellement sur le bord de la côte et qui s'exposent à voir leur maison détruite éventuellement, ont déjà des préoccupations qui peuvent aller jusqu'à de l'anxiété. Et dans certains cas, lorsqu'ils vivent, ces gens vivent déjà des vulnérabilités, elles trouvent moins de solutions à ce qui va se passer. Alors, quelqu'un qui a déjà des gros revenus ou pour qui la maison est une maison secondaire a beaucoup moins de préoccupations qu'une personne qui n'a que pour seule richesse sa maison, qui est construite de là depuis des dizaines et des dizaines d'années et qui croyait pouvoir éventuellement revendre à l'âge de la retraite au moment de devoir la quitter parce qu'elle est trop grande ou je sais pas quoi, puis qui voit sa valeur diminuer considérablement. Ou encore pour certains qui sont déjà proches de la mer et qui ont déjà vu l'érosion progresser, ces gens-là développent des préoccupations importantes et donc de l'anxiété. Et lorsqu'on ne peut pas agir, on se retrouve aussi avec des problèmes de santé mentale plus sérieux, du type de dépression, des choses comme ça. Alors ça, c'est ce qu'on là, on constate. Et on a identifié qui étaient les personnes les plus vulnérables. Au-delà des personnes qui ont des revenus moins élevés que d'autres, il y a aussi les personnes qui sont plus âgées. Avec l'augmentation en âge, il y a une certaine perte d'autonomie qui s'installe et la capacité de répondre à des choses imprévues sont plus difficiles. Et il y a les personnes qui sont déjà atteintes de maladies chroniques, qui vont voir euh, qui vont être affectés davantage par la chaleur, qui vont aussi avoir plus de difficultés en termes d'adaptation, de mobilité, ou qui vont se retrouver, par exemple, si on a une augmentation du pollen qui est prévue dans l'air, qui risque de aggraver des maladies pulmonaires déjà existantes. Et si on pense les autres personnes vulnérables qu'on a identifiées sont les femmes enceintes et les jeunes enfants. Parce que si on pense à une tempête importante qui risque de détruire des immeubles ou des infrastructures, ces gens-là auront de la difficulté à se déplacer. Ils risquent beaucoup plus d'être blessés que d'autres. Alors ça aussi, ça fait partie de nos préoccupations. Alors c'est comme ça qu'on fait le pont entre ce qui va se passer physiquement et comment les gens vont être affectés. Et est-ce qu'on peut dire que est-ce que notre système de santé actuel ou se prépare à ça ou est prêt ou il y a encore beaucoup de défis pour justement arriver à répondre peut-être je ne sais pas si ça serait vu comme une surcharge, mais tous ces points qu'on a nommés pourraient arriver comme un surplus de ce qui se fait déjà actuellement, de ce qui est déjà, on va dire, au niveau du système de santé, ce qui est reçu comme clientèle, patient. Alors, je sais pas comment vous voyez le rapport. Est-ce qu'il met ça est-ce que vous parlez un peu des défis ou du potentiel à recevoir ça? Oui. D'abord, il faut dire que le réseau de la santé se prépare, mais comme tout le monde dans la société, là, honnêtement, nous sommes tous en retard. Donc, le réseau est en retard aussi. Mais il se prépare et s'attend effectivement à une augmentation des consultations, à une augmentation des, des demandes aussi pour des soins psychologiques.
Mais au-delà de ça, il y a les propres installations du réseau de la santé qui peuvent être menacées. Certaines installations ont certaines vulnérabilités aussi parce qu'elles aussi, elles sont situées dans des endroits inondables, par exemple, ou trop près des côtes ou des choses comme ça. Donc, il y a depuis quelques années, les établissements de santé et des services sociaux se sont dotés de comités de développement durable et ils examinent attentivement ces choses-là. Mais déjà, on sait que le réseau est sous tension. Juste la COVID l'a considérablement ébranlé et la post-COVID fait que on se retrouve avec un système qui est déjà débordé. Alors, c'est certain que ça crée parmi les dirigeants de ces réseaux-là aussi une certaine anxiété parce que comment allons-nous répondre à ce surplus, à ce surcroît de demande? Alors, ça fait partie des éléments là, que l'on doit regarder, bien sûr. Alors, pour terminer, j'aurais demandé quand même, est-ce que est-ce qu'il y a une lueur d'espoir, une note d'espoir, mais en même temps, je sais, comme bah, vous l'avez nommé, c'est on est en retard beaucoup par rapport à ce qu'on entend déjà depuis plusieurs années. C'est long de modifier des structures administratives ou gouvernementales. Ça peut être assez fastidieux, mais euh, qu'est-ce qu'on pourrait en tirer comme leçon aujourd'hui si on a déjà des données, on sort des rapports, on est capable de faire des liens. Est-ce on peut tirer des opportunités pour améliorer quelque chose dans la santé globale ou la qualité de vie des gens dans la région, par exemple? Ben, ben, certainement. D'une part, on ne peut plus nier que notre façon de consommer les hydrocarbures crée une augmentation des changements. Et c'est clair que tout ce qui va se faire pour changer notre économie, pour la rendre verte, là, ça sera un pas dans la bonne direction. En même temps, il faut s'adapter aux dommages que l'on va vivre parce qu'on n'a pas été assez rapide pour faire ces changements-là jusqu'ici et ça n'a pas l'air d'aller vite, vite, vite non plus. Alors, du côté de l'adaptation, puisqu'on sait que ce sont les personnes les plus vulnérables qui seront les plus atteintes, ben, je pense qu'on doit diminuer ces vulnérabilités-là maintenant. C'est-à-dire que toutes les inégalités sociales de santé que l'on connaît, on peut y travailler maintenant pour diminuer les écarts et puis partager beaucoup plus les ressources et vivre déjà plus en solidarité puis en prenant soin les uns des autres. Alors déjà ça, c'est une augmentation de notre cohésion sociale, une augmentation de notre bienveillance vis-à-vis de tout le monde, un regard plus important, un investissement plus important pour les personnes plus vulnérables, ben, va nous permettre de diminuer l'effet que va avoir les changements sur ces personnes-là. Et ben, on parle actuellement de problèmes de logement et tout ça. Donc, il y a beaucoup de gens qui sont dans des situations de logement relativement précaires. Donc, régler ça déjà va permettre de diminuer l'impact des changements climatiques sur ces personnes-là quand ça va arriver. Alors, il y a beaucoup, beaucoup à faire maintenant. Et comment le faire? Et là, c'est la deuxième partie du travail qu'on entreprend. On a commencé à consulter quelques municipalités, mais à partir de janvier, on va commencer à consulter beaucoup plus la population pour d'abord s'assurer qu'elle est bien consciente des risques. Je pense que de plus en plus, les gens sont conscients et les médias s'y intéressent beaucoup et ça aide énormément à l'éducation générale. Mais concrètement, qu'est-ce qu'on fait? Ben là, il faut s'asseoir avec les gens et les amener à, à prendre des décisions collectives. Alors, les consultations qu'on va entreprendre vont porter essentiellement sur comment on fait face à ces aléas qu'on a identifiés, comment on fait face à l'érosion, comment on fait face à la submersion, comment on fait face aux sécheresses, exactement. Bref, comment on va faire face aussi à aux tempêtes, comme aux ruptures de route peut-être, ou des choses comme ça. Il y a des solutions très concrètes, là, se doter, par exemple,
dans chaque maison d'un plan d'évacuation ou d'un plan de survie pendant 72 ou plus d'heures euh, après une tempête, tu sais, avoir déjà prévu des réserves, avoir prévu des réserves d'eau, des réserves de nourriture, etc. Ben, c'est des choses auxquelles on n'est pas habitué. Ça fait pas partie de notre culture. C'est pas tout le monde qui a ça dans sa maison, un kit de survie de 72 heures, mais peut-être que c'est quelque chose qu'on devra avoir tous à portée de main dans les prochaines années. Alors, c'est un peu vers ça qu'on s'en va. Comment concrètement on va répondre à ces à ces changements-là pour pouvoir continuer à vivre avec le plus de joie possible. Et merci Yves pour votre temps. Ben, merci à toi. De façon, ça, je pense, mais vraiment que chacun dans sa gauche, chacun sa part, ces valeurs-là.